Catherine Para, l'affect partagé. À l'issue de certaines analyses, il est possible d'en relater les différents temps, d'en exposer systématiquement le déroulement. Ce sont des cures où le transfert bien établi a pu être interprété et où les prises de conscience ont pu entraîner des modifications repérables dans l'analyse même et dans la vie du patient. Il en est d'autres dont l'analyste aurait du mal à schématiser le déroulement et où il garde le sentiment général, le sentiment gênant que pendant des durées plus ou moins longues, il comprenait mal ou pas du tout ce qui se passait sur le divan. Il est tenté de s'accuser d'incompétence, de manque de disponibilité, de contre-transfert. Curieusement, cependant, ce sont ces dernières qui se sont révélées parfois les plus bénéfiques pour le patient, celles qui ont fait preuve de la plus grande valeur thérapeutique. La première variété a souvent permis l'énonciation d'interprétations mobilisatrices entraînant des prises de conscience où représentation et affect se trouvaient heureusement conjoints. Des rechutes, des régressions ont pu cependant survenir, liées au refoulement toujours actif et à la répétition. La seconde variété d'analyse a donné plus rarement l'occasion d'interprétation. L'analyste se souvient d'avoir plutôt fait des interventions interprétatives ou non interprétatives et aussi que le patient ou la patiente avait manifesté un investissement important du cadre et de l'analyste à défaut d'un transfert constamment interprétable. Si la majorité de nos collègues possèdent à la fois connaissances, compétences analytiques et dons thérapeutiques, nous sommes cependant obligés de réfléchir à la constatation suivante. De bons analystes classiques se prennent à douter de l'efficacité thérapeutique de leur pratique en constatant le peu de changement des patients, les rechutes, le refoulement toujours actif, les entraînements dans la répétition. D'autres considérés comme moins bons parce que moins brillants dans la verbalisation et les jeux de transfert contre transfert se révèlent à l'usage de meilleurs thérapeutes, sans doute parce qu'ils savent utiliser la régression et l'identification à la régression. Cette réalité nous incite à accorder une attention particulière aux possibilités régressives et aux modes régressifs de l'analyste pendant les séances. C'est un sujet qui a intéressé déjà plusieurs auteurs. J'y reviendrai. J'avais dans un travail précédent distingué 3 modalités d'action du travail analytique. Interprétation, intervention, construction. L'interprétation entraîne une prise de conscience. Elle est l'aboutissement du jeu des représentations et des affects véhiculés par l'association libre. Elle est d'autant plus efficace que la prise de conscience vécue par le patient est accompagnée d'affects. Du côté de l'analyste, elle est le résultat d'un travail qui se situe à différents niveaux topiques et qui aboutit, par l'intermédiaire de la sensibilité et du contre-transfert, à une verbalisation qui intéresse le mouvement transférentiel. L'interprétation rompt donc la projection transférentielle. Elle casse, pour un temps du moins, la construction répétitive du patient. La prise de conscience interrompt ainsi le discours associatif. La phrase efface le rêve. Nous savons que, déjà, la mise en mots du rêve nocturne fait perdre une partie de son contenu. Nommer et réinsérer dans un ensemble isole, trie ce qui est verbalisable d'un reste cependant vivant et sauvage. Interpréter efface, éteint le halo du rêve.
Nous savons que, déjà, la mise en mots du rêve nocturne fait perdre une partie de son contenu. Nommer et réinsérer dans un ensemble isole, trie ce qui est verbalisable d'un reste cependant vivant et sauvage. Interpréter efface, éteint le halo du rêve. L'interprétation comporte ainsi un effet bénéfique et un effet traumatique. La faculté d'en supporter l'impact est d'ailleurs un élément important à considérer pour poser l'indication d'analyse. Si nous laissons à part certaines interventions associatives qui constituent une modalité d'interprétation, nous voyons que les interventions, à la différence des interprétations, ne rompent pas, mais entraînent, relancent le flux associatif et par là même vont dans le sens de la régression chez les deux protagonistes. Ces interventions prennent différentes formes, verbales, quand elles soulignent un mot, une expression, un affect, une représentation. Elles sont aussi infraverbales et s'expriment par un mouvement du corps, une modification du rythme respiratoire, un soupir, un silence, une variation de la voix. Le thérapeute peut s'entendre et mettre un mot qui ne veut rien dire, comme dit le poème. Dans la situation en face à face, qui, il est classique de le dire, privilégie moins les représentations que les perceptions, la mimique, la moindre ébauche gestuelle, les modulations du silence ont aussi une valeur d'intervention. Un patient, à l'issue d'une séance riche, où je ne suis pas intervenu verbalement, malgré de fréquentes occasions de le faire, sauf pour souligner l'interpénétration dans son discours du présent et du passé, me remercie chaudement de ma présence et de mon silence. Ce patient, au cours d'une analyse précédente, avait été abreuvé d'interprétation. Juste probablement, mais sans effet mobilisateur. La verbalisation peut être utilisée sur un mode défensif. L'interprétation aussi. Pendant les périodes où le thérapeute se laisse porter, pénétré par le discours de son patient, je vous sens poreuse, me disait l'un d'eux. Il favorise une identification profonde à des mouvements qui permettront la formulation d'interprétations profondes et aussi l'édification de construction en utilisant les matériaux sensibles perçus au niveau de ses propres vécus en résonance avec les émois de l'autre. C'est ce qui explique que les constructions qui représentent la troisième modalité entraînent d'autant mieux la conviction du patient qu'elles sont le fruit d'un vécu affectif profond et partagé, repris en système secondaire, verbalisable et verbalisé. Si on a beaucoup évoqué la régression du passant favorisée par le cadre, on a moins souvent tenu compte de la régression topique et formelle de l'analyste, qui constitue un facteur important pour aborder les couches profondes de la psyché. Si l'échange verbal, auquel on a parfois voulu réduire le travail analytique, requiert un important travail préconscient de l'analyste, son rôle ne s'arrête pas là. J'ai déjà dit mon sentiment que chaque patient inscrit dans le monde représentatif de son analyste une sorte de paysage, un halo représentatif aux contours mal définis. C'est un paysage composite, fait d'éléments de niveaux fort différents, souvenirs, représentations de mots, affects, mais aussi représentations de choses qui donnent à l'ensemble un aspect hétéroclite, mais bien spécifique pour chaque patient. Ce paysage joue le rôle d'une sorte de toile de fond où viennent s'ajouter à mesure des éléments nouveaux et d'où certains éclairages peuvent jaillir par moments, vécus sur le mode affectif. Ils pourront être ensuite raccordés à des représentations mises en forme verbale et utilisées dans la relation. Christian David appelle activité d'accompagnement le griffonnage auquel il se livre pendant les séances. L'acte contribue à assurer de bonnes conditions à la disponibilité mentale. Et cette activité n'obéit à aucune représentation préalable.
L'analyste, en effet, n'est pas un artiste constructeur, mais un poète passif qui se laisse habiter, voire enchanter par l'autre. Il me faut préciser là que ce que je décris s'inscrit dans la relation interpersonnelle nouée entre un patient et son analyste. Relation que j'ai distinguée du jeu classique, du transfert et du contre-transfert. Les affects mobilisés chez l'analyste ne sont généralement pas ceux qui interviennent dans le jeu du transfert et du contre-transfert, affects d'amour ou de haine, qui occupent un domaine moins profond, moins éloigné de la conscience, celui du refoulé secondaire. Il s'agit d'affects beaucoup plus difficiles à caractériser sur le mode verbal, ténu et violent, transmis en identification à l'insu du conscient de l'un et de l'autre, n'empruntant pas les voies du préconscient et qui font issue, quand cela se produit, directement dans la conscience du thérapeute. C'est probablement ce mode qui joue dans la communication d'inconscient à inconscient. Ce mode régressif n'est pas pour nous étonner. Il comporte une certaine similitude avec la communication affective qui s'établit entre les mères et les très jeunes enfants. Daniel Stern, à propos des premières relations, parle du partage intersubjectif de l'affect. Ce sont vraisemblablement les mêmes voies qui sont utilisées, restées utilisables, car les deux situations ne sont pas superposables. Le patient n'est pas investi comme un enfant, dont l'investissement est autrement complexe. Et s'il investit son analyste comme un parent, cela est du domaine de l'analyse du transfert. On lit un semblable rapprochement sous la plume de Christian David, quand il décrit très joliment que l'analyste se perd de vue, et qu'une telle ascèse n'est pas sans correspondance avec le dévouement parental. Le mot ascèse me paraît parfaitement convenir puisqu'il s'agit bien de mettre de côté ce qui s'apparente au désir, au bénéfice de la part narcissique. Le mot dévouement est plus ambigu. J'y consens si on le débarrasse de toute participation masochiste pour lui garder la signification d'un mouvement de projection ou plus exactement de glissement narcissique sur l'autre. Théodore Bokanowski, rappelant la démarche de Ferenczi, souligne que sa réflexion aboutissait à distinguer deux variétés d'analyse, l'une classique, l'autre en profondeur, axée sur l'aspect maternel de la relation, régressive où prédomine l'expérience vécue, l'interaction, l'infraverbal et le sentir avec, ce qui l'amène à jouer un rôle de parent aimant, c'est-à-dire à agir son contre-transfert et à croire que l'amélioration peut découler d'un acting in. L'accompagnement à l'aide duquel il se prête à son patient sur le mode infraverbal reste du ressort de la réponse érotique aux demandes du patient. Ce sur quoi j'essaie de mettre l'accent, c'est sur un mode d'accompagnement narcissique qui, tout en permettant une identification profonde, maintient la neutralité et respecte le cadre. Cette démarche requiert cependant que n'interviennent pas, pour des raisons personnelles à l'analyste, des défenses contre le glissement régressif nécessaire. Il s'agit plus précisément de la possibilité d'une relation interhumaine qui s'établit directement et régressivement sur un mode préverbal, antéverbal, où l'affect de l'un entre en résonance avec l'affect de l'autre. C'est peut-être la seule voie qui permette l'abord et la mobilisation des éléments, des sédiments du refoulé primaire. L'interprétation du transfert renvoie le patient à la fois à sa liberté et à sa solitude. Elle lui dit que nous ne répondons pas à son désir réactualisé d'amour ou de haine, que nous ne jouons pas ce jeu-là, qu'il voulait jouer dans le passé avec les autres de sa vie. En cela, elle est frustration. Elle le laisse seul avec le désir dont il a à se défaire. Mais en même temps, notre présence lui dit que nous l'avons écouté, compris, accompagné dans sa quête,
et nous pouvons ressentir son dépit et sa souffrance. Mieux que l'interprétation, l'intervention, le commentaire, le marquage d'un émoi montrent notre accompagnement dans la neutralité, en ne lui demandant rien, en n'attendant rien de lui. Et là, il trouve ou conforte sa liberté par rapport à nous. Liberté dont il a souvent manqué auprès des objets du passé qui le voulaient autre qu'il n'est, plus brillant, plus gentil, plus sage, plus calme, plus courageux, plus actif ou plus passif. La relation constitue une constante qui le laisse être lui-même, reconnu tel qu'il est, libre donc, et que notre investissement lui est acquis une fois pour toutes. D'où l'importance, au départ, car nous ne sommes pas des saints, de ne nous engager que lorsque nous avons le sentiment que nous disposons à l'égard de ce patient-là de l'investissement et de la liberté nécessaires. Nécessaires pour le suivre, nous laisser habiter par lui pendant un temps et le perdre ensuite à jamais, ou plus exactement en sachant qu'il est a priori perdu pour notre désir. Joliment dit. Les mouvements du transfert et du contre-transfert sont tout à fait assimilables à ceux qui se produisent dans la vie courante, si on admet que tout investissement comporte peu ou prou une dose. En ce qui concerne la relation, j'ai dit qu'elle prenait son origine dans l'investissement de tendresse dont le fondement se situe dans les premiers échanges entre l'enfant et sa mère, et qu'elle pouvait apparaître comme le résultat d'une sorte d'apprentissage affectif. Cet apprentissage se faisant dans une identification primaire de l'enfant avec l'objet maternel, à l'aide d'un mouvement de désérotisation qui vient renforcer l'investissement narcissique avant d'être de nouveau projeté sur un objet enfant, objet patient. La période infantile constitue l'apprentissage de ce mouvement qui se poursuit pendant toute la vie et qui, parallèlement au mode érotique du désir, soutient la chaleur des relations humaines. L'investissement du patient s'inscrit à l'aide de représentations, ce que j'ai appelé le paysage intérieur composite, le halo représentatif, et d'une part d'affect, compte tenu du fait que, comme Freud le rappelle, dans Introduction à la psychanalyse, les affects sont des produits extrêmement composites dès l'origine, et qu'il s'agit là d'une sorte de projection sur l'autre d'une part narcissique propre. Un équilibre se trouve donc à maintenir entre cette variété d'investissement et le jeu du transfert contre transfert. Ainsi peut se trouver mis à jour, par l'intermédiaire d'une identification régressive, le poids de certains investissements parentaux projectifs inconscients, qui se trouvent à l'origine chez tel patient d'un masochisme délabrant, chez tel autre de l'inscription d'une haine maternelle ne laissant d'issue à la vie que par la transgression. Ainsi se trouve parfois mis à jour ce qui n'avait jamais été su ni refoulé, mais seulement éprouvé, engrangé sous forme de traces mnésiques et sans doute contre-investi par l'influence parentale avant la constitution du préconscient de l'enfant. André Green rappelle que pour Freud, les affects font partie du système de traces mnésiques auquel il assigne une origine phylogénétique, mais qu'ils proviennent aussi d'expériences individuelles primaires. Il souligne aussi que, au niveau de l'inconscient, il n'existe que la représentation de choses, et que c'est l'affect seul qui se trouve être le redoublement de la représentation de choses. Et je citerai cette phrase qui me paraît très importante pour la compréhension de ce qui m'occupe. La question du représentant affect est liée à l'identification. Si on considère le représentant comme issu du monde extérieur, on doit situer le représentant affect au niveau de l'induction affective de l'autre. Il y a une intervention d'une médiation. Cette médiation, c'est l'autre. C'est la représentation, mais cette médiation peut aussi prendre le circuit de l'identification.
Certains patients ne peuvent pas établir cette relation et y participer avec confiance. Mis à part certaines organisations psychotiques, il apparaît que certaines structures caractérielles manifestent une sensibilité vive et bientôt rejetante à l'accompagnement qui leur est proposé. C'est sans doute ce qui explique certaines ruptures brutales et imprévues sur lesquelles Christian David a mis l'accent. Sans même, citation, rupture du lien transférentiel de Christian David, sans même qu'il s'agisse d'interprétations importantes, de simples interventions, voire la seule manifestation de la présence de l'analyste suffisent à déclencher une réaction de rejet. Christian David rapporte ces difficultés à des clivages, en particulier à un clivage intralibidinal. On serait tenté de conclure qu'aucun lien interpersonnel, aucun échange relationnel ne peut être durable et réellement vivant si de part et d'autre il n'existe pas une cohésion suffisante du moi, un suffisant équilibre entre investissement narcissique et investissement objecto. Si la décision d'interrompre le travail entrepris peut prendre le sens symbolique d'un matricide, il est bien certain, comme l'écrit encore Christian David, qu'une rupture brutale et définitive donne souvent à l'analyste réduit à l'impuissance le sentiment d'un meurtre, non de lui-même et de ce qu'il représente uniquement, mais de l'analyse. Plusieurs auteurs se sont intéressés au mode régressif auquel se laisse entraîner l'analyste en identification à son patient. Pour Sarah et César Botella, toute cure analytique renvoie obligatoirement à la dynamique des articulations entre remémoration, conviction et pensée animique. Il rappelle que pour Freud, l'activité psychique inconsciente nous apparaît comme une forme dérivée de l'animisme primitif, et que pour la pensée animique, représentation, perception et motricité sont équivalentes et indistinctes. Cette continuité, cette équivalence tend à se reproduire pendant la séance d'analyse, la régression formelle de l'un et de l'autre. Pendant la séance, permet à l'analyste l'abord du monde profond du patient et peut faire surgir hors du champ du préconscient des interprétations intuitives énoncées en identité de perception. La clinique nous en apporte confirmation. Et si la régression parallèle n'aboutit pas toujours à la formulation d'interprétations rejoignant ainsi la communication verbale, elle permet du moins des interventions qui marquent le cheminement parallèle, cheminement qui permet parfois le surgissement de représentations étranges, l'essentiel du vécu se situant à mon avis au niveau du vécu partagé d'affects, qui n'ont souvent pas trouvé jusqu'alors d'autres possibilités d'expression. La régression formelle favorise la perception des moindres modifications de ce que Hilsle-Barrand désignait par la substance vocale, volume, timbre, rythme, silence, soupir, chez l'un et l'autre partenaire. Cette perception joue en tant qu'ouverture relationnelle. On parle alors de communication d'inconscient à inconscient, avec ce que ce terme évoque de magique, alors qu'il s'agit de l'utilisation, à l'insu du préconscient, d'une sensorimotricité dont l'importance dépasse largement, parfois, celle du contenu verbal. Michel de Musan relate avec beaucoup de sensibilité et de perspicacité le vécu de certaines séances d'analyse. Tandis qu'il écoute son patient, avec l'attention que l'on sait, l'analyste perçoit en lui une activité psychique différente de toutes celles, affects compris, qui lui sont habituelles dans cette situation. Brusquement surgissent des représentations étranges, des phrases inattendues et grammaticalement construites, des formules abstraites, une imagerie colorée, des rêveries plus ou moins élaborées. Ce qui compte surtout, c'est l'absence de rapport compréhensible avec ce qui déroule présentement
dans la séance. L'auteur marque bien le surgissement au niveau du conscient d'éléments incompréhensibles. Ces éléments sont constitués à la fois par des représentations de choses, des représentations visuelles et des formules verbales, ce qui laisse supposer que, très rapidement, les éléments les plus archaïques et les plus infraverbaux sont repris dans une mise en forme verbale. Une restructuration qui réinstaure un mode secondaire. En même temps, continue l'auteur, l'analyste éprouve un subtil changement d'état, qui paradoxalement ne s'accompagne pas d'un fléchissement de l'attention, parenté avec certains états légers de dépersonnalisation évidente. Ici, le changement paraît découler du discours ou de l'attitude de l'analysé qui aurait induit euh, qui aurait induit chez l'analyste une modification des investissements narcissiques. Le rapport établi avec la dépersonnalisation évoque un vacillement des limites du moi, et l'évocation des investissements narcissiques souligne bien dans quelles eaux relationnelles on se trouve. L'auteur suppose une perméabilité spéciale de l'appareil psychique de l'analyste, en rapport avec des processus psychiques qui se déroulent chez l'analysé, en avance sur la compréhension du matériel. La compréhension effective ne peut se faire que dans un second temps, quand l'ensemble de l'appareil topique reprend son fonctionnement. Une partie de ces processus peut d'ailleurs, à mon sens, rester en deçà de la compréhension et n'entraîner chez l'analyste qu'une réponse elle-même infraverbale qui passe par la tonalité de la voix, un mouvement minimal, le rythme respiratoire, signes d'accompagnement dont on peut penser qu'ils sont perçus comme tels par le patient. C'est l'affect qui sert de véhicule entre les deux inconscients et qui permet sans doute d'aborder conjointement le domaine des représentations de choses et du refoulé primaire. On saisit bien, dans l'exemple clinique apporté par l'auteur, que la représentation de la jambe en extension, qui, elle, peut s'exprimer en mots, a trouvé son origine au niveau de la coanesthésie de l'érection, d'autant plus que l'analyste est un homme qui, par le relais d'une représentation visuelle, aboutit à une verbalisation en concordance avec l'émoi de la patiente. Dans le second exemple, rapporté par Michel de Musan, le discours de la patiente suscite des représentations de choses et des émois où il s'agit de manger et d'être mangé. Dans la dynamique ainsi déclenchée, la restructuration et la mise en forme verbale s'effectuent à l'aide d'une référence littéraire. L'auteur insiste sur le rôle de l'identification introspective et sur son sentiment que ce qui est en cause, c'est le destin de la libido narcissique, des deux protagonistes en présence. Le système paradoxal, dit-il, nous conduit sur le terrain de la biologie en évoquant deux cas où le système immunitaire cesse de fonctionner. La tolérance à l'égard de cellules malignes et la tolérance à l'organisme maternel à l'égard du fœtus. Peut-être n'est-il pas besoin d'aller si loin en remontant dans le temps, si on pense à l'intercommunication qui joue entre la mère et le jeune enfant, grâce à l'identification hystérique, pendant la période où celui-ci ne possède pas encore de préconscient et où la mère fonctionne sans utiliser le sien, sauf parfois dans un second temps, à l'aide d'un partage régressif des émois et des représentations de choses. Je me sens en plein accord avec l'auteur quand il écrit qu'une part de la libido narcissique de l'analyste est déposée sur l'analysé. Il s'agit bien de la libido narcissique qui investit le patient dans ce que j'ai appelé la relation. Et je citerai encore ce passage qui résume mieux que je ne saurais le faire tout un aspect de ma pensée. Le système paradoxal concerne plus spécialement les potentialités fantasmatiques du patient,
qui, soit en raison de l'intervention ponctuelle d'un facteur économique, soit en raison du rôle joué par le refoulement primaire, sont hors d'état de se développer pleinement. Les interprétations corrélatives aux pensées paradoxales, j'ajouterai, et aussi les constructions qui peuvent s'en découler, confèrent une forme verbale aux représentations exclues, qui autrement n'auraient pu recevoir aucun investissement préconscient. Maurice Bouvet trouvait bon et souhaitable que surviennent au cours de la séance d'analyse des moments de dépersonnalisation, de déstructuration transitoire qui, si le patient était suffisamment accompagné par le thérapeute, pouvait lui servir de base de restructuration. Suffisamment accompagné, signifiant que le thérapeute continuait à s'identifier à son patient sans mouvement de recul devant ce qui risquait de lui apparaître comme étrangeté, rupture du discours. L'expérience ne fait que montrer combien il avait raison. C'est encore Christian David qui trouve cette belle formulation: mimétisme identificatoire spontané de l'analyste. Il doit permettre que l'analyste consente à se laisser emporter par ce qui lui est communiqué, en tant qu'accueillir ses propres réactions obscures, irrationnelles, violentes, en laissant libre cours aux affects qu'elles éveillent, dans un espace psychique qui, pour un temps plus ou moins bref, n'est plus tout à fait le sien, ni non plus tout à fait celui de l'autre. C'est à cette condition qu'une certaine invention pertinente peut animer la parole de l'analyste, qui ne se prenne pas pour la pitié, mais qui ne lui ferme pas la porte. Enfin, je pense que c'est animé par le désir de se maintenir entier, de ne pas se nier ni exclure tout un aspect de sa vie profonde en deçà des mots. Cette réserve profonde en lui des représentations de choses et des affects, que le patient exprime un désir d'irreprésentation, selon l'expression de Christian David. Tout un pan de l'expérience analytique, dans ce qu'elle a de plus sollicitant et de plus intime, participe, que le thérapeute le sache ou non, d'une sphère de non-communication et de non-représentation. Il est donc nécessaire que le thérapeute fasse droit à ce désir de son patient. Mais l'acceptation n'entraîne pas, à mon avis, le renoncement à la tentative d'amener sur le mode représentatif tout ce qui aura pu se trouver mobilisé pendant les moments vécus sous le signe de l'affect partagé. Ce désir n'est pas en contradiction avec l'acceptation muette où nous laissent certains affects qui nous ont habités. La relation analytique est une rencontre. Contrairement à ce qu'ont dit certains auteurs, comme Francis Pache, qui a comparé l'analyste au dieu apophatique, parallèlement au travail qui vise la prise de conscience du refoulé, par le jeu du transfert et du contre-transfert, la rencontre est mobilisatrice et féconde. Son rôle est important, même quand il n'apparaît pas au premier plan du travail analytique. Elle prend une spéciale importante quand l'analyse classique se montre impossible au moins d'emblée. Chez les endeuillés, requis par leur souffrance et les mouvements d'investissement, de désinvestissement et de réinvestissement de l'objet perdu, l'accompagnement aide au travail de deuil, d'autant mieux que la verbalisation qu'en fait le thérapeute s'appuie sur sa participation, son identification à la douleur de l'autre, par le jeu de représentations parallèles et d'affects ressurgis à cette occasion. L'affect partagé donne poids et valeur mutative à certaines formulations de l'analyste. Comme l'écrivait J.B. Pontalis sur la douleur psychique,
entre le rêve et la douleur. Qu'en est-il du côté de l'analyste de l'expérience de la douleur psychique? Sa fonction est à mon avis décisive dans les 3 temps. Dans la défense maintenue contre cette expérience par déni ou répression, dans son avènement et dans son dépassement. Elle implique un mode de participation et d'intervention, un type de contre-transfert spécifique dont j'ai tenté d'esquisser l'orientation, avec ce qu'elle suppose d'illusion de notre part, faire naître l'autre à soi-même. Disons qu'un analyste qui ignorerait sa propre douleur psychique n'a aucune chance d'être analyste, comme celui qui ignorerait le plaisir psychique et physique n'a aucune chance de le rester. Christian David écrivait dans Un rien qui bouge et tout est changé. Un rien qui bouge et tout est changé. Ce rien passe souvent de manière élective par le sentiment de plus en plus net chez l'analysant d'être compris et accepté par l'analyste dans ses aspects méconnus ou haïs de lui-même, au début du traitement. Méconnu ou haï de lui, ou des objets qu'il a pu investir au cours de sa vie, ou qui, de manière plus obscure, ont étendu leur ombre sur sa vie. Ce phénomène d'interaction personnelle se trouve au maximum dans les moments où survient un affect partagé. Et on saisit là toute l'importance d'interventions d'apparence bénigne qui peuvent, vues de l'extérieur, apparaître comme très banales, mais qui soulignent combien l'analyste a compris, senti que tel ou tel trait de son patient avait une valeur d'assise narcissique. Après certaines reconnaissances verbalisées, rien n'est plus comme avant. La bisexualité de l'analyste se trouve là particulièrement mise en jeu, dans une identification passagère, mais profonde à l'autre, dans toutes ses particularités. Certains patients somatiques, très appauvris sur le plan verbal, conservent une grande sensibilité à la relation affective. Freud indiquait dans Le moi et le ça que, à la différence des représentations, il n'y a pas pour l'affect de passage obligé par le préconscient. La position allongée, qui privilégie les représentations au détriment des perceptions, ne paraît pas indiquée chez ceux qui souffrent justement d'un déficit du mode représentatif. La position en vis-à-vis, le plus souvent adoptée, privilégie au contraire la perception. Ainsi, les moindres mouvements affectifs du thérapeute pouvant être perçus, il peut remplir le rôle, à l'aide de son propre fonctionnement psychique, qui consiste à rétablir un lien entre le mode affectif et le mode représentatif. Je relis cette phrase parce que c'était pas clair. Ainsi, les moindres mouvements affectifs du thérapeute pouvant être perçus, il peut remplir le rôle, entre parenthèses, à l'aide de son propre fonctionnement psychique, qui consiste à rétablir un lien entre le mode affectif et le mode représentatif. Ce lien prend son appui sur la verbalisation du thérapeute. Si en effet la représentation joue dans l'absence, alors que la perception a besoin de la présence, l'affect est à l'œuvre dans la présence et dans l'absence. G. Le Gouès, étudiant le délabrement psychique du grand âge et des démences, constate à la fois la fréquence des névroses actuelles liées à la détérioration du fonctionnement préconscient et le déficit de la représentance des représentations de mots qui laissent la première place à la représentation des affects. Le savoir affectif persiste. Le registre affectif est le dernier à subsister. Il semble que la régression liée au déficit se produit en exact sens inverse de la progression des premiers temps de la vie où l'interaction affective précède l'acquisition du langage. Le contact affectif pouvant ainsi freiner le délabrement en cours.
Jacques Miedzirecki a relaté sous le titre « Il se vide » le cas d'un enfant vomisseur de 8 mois. Le symptôme avait entraîné une sorte de fuite en avant des différents soignants, se manifestant par de multiples interventions et des interprétations mettant en cause les capacités parentales sans que le symptôme se modifie. L'enfant vomit pendant la consultation et salit tout l'entourage. L'investigateur, qui assiste à la souffrance et de l'enfant et des parents, souligne que son propre malaise survient parallèlement à celui des parents, qui, à la fin de l'entretien, expriment leur dégoût agressif devant cette odeur, cette saleté, et leur angoisse de voir leur enfant se vider. C'est ce que je ressens également et que je partage avec eux, écrit l'auteur. Cet entretien est suivi d'une disparition totale des vomissements. On peut affirmer qu'il n'y a là rien de magique, mais que grâce à l'empathie, l'hémorragie narcissique des parents a été stoppée et qu'en conséquence le symptôme de l'enfant a disparu. L'identification, l'affect partagé avec les parents a fait cesser le symptôme de l'enfant. Un ancien patient, dont l'analyse classique et satisfaisante s'était terminée 10 ans plus tôt, revient. Il est angoissé et insomniaque depuis qu'il sait la mort prochaine d'un objet érotique et la maladie d'un objet d'amour. Nous nous voyons en face à face pendant quelques séances. Je me souviens assez mal de l'ensemble de son histoire, mais je retrouve très bien le halo représentatif qui lui correspondait, confirmé par le rythme de son discours, sa gestuelle, son ambivalence. Je l'écoute et parle très peu, seulement pour souligner les mouvements liés au deuil. Rapidement, il va mieux, investit un nouvel objet de désir et décide que nous nous en tiendrons là. Nos entretiens s'étaient trouvés encadrés, pour ainsi dire, par 2 mouvements transférentiels, comparables à ceux qui avaient ouvert et terminé son analyse. Il les repère et les analyse lui-même, sa méfiance d'une part à l'égard des femmes et son fantasme, crainte et désir concernant ma mort. Je n'ai rien fait que bien le retrouver et l'accompagner avec un minimum de verbalisation. Il semble que cela a suffi pour qu'il retrouve le bénéfice de son analyse, après le détour régressif qu'il était venu faire à mon contact. Henri Sauguet évoquait le cas d'un patient venu pour une analyse qui, après plusieurs semaines de station silencieuse sur le divan, était parti en se disant guéri et en remerciant beaucoup notre collègue. Le remerciant de quoi ? Sans doute de son accueil, d'avoir accepté en silence son silence, du bain affectif où il avait pu se laisser aller, sans aucun travail analytique. Or, certains cas caricaturaux comme celui-ci, on est souvent surpris de l'écart entre le peu d'intervention que nous sommes parfois amenés à faire et le résultat thérapeutique qu'elle semble entraîner. Freud écrivait « Lorsque les représentations de mots appartenant au reste diurne sont des résidus et actuels de perception et non par des expressions de pensée, elles sont traitées comme des représentations de choses. » On peut penser, c'est une hypothèse, que certaines interventions de l'analyste, dans les moments où prédomine l'accompagnement affectif, peuvent aller rejoindre dans l'inconscient les gisements de représentation de choses et leur imprimer une certaine mobilisation. Si l'affect est une occasion privilégiée de mobilisation et de communication, il peut aussi être ressenti par certains comme gêneur et fauteur de troubles. Je me suis intéressé au mécanisme de la répression, fort différent du refoulement.
CF. Madame Para, la répression. Il s'agit d'un travail du moi, pour éviter souffrance et déplaisir, qui effectue une désarticulation entre affect et représentation. Le but étant d'obtenir que la représentation devienne neutre. Bien souvent, l'affect, plutôt que de se déplacer vers d'autres représentations, comme dans le cas du refoulement, s'engage dans les voies de décharge aboutissant à un tableau d'angoisse diffuse, précédant souvent des modes d'évacuation plus toxiques dans des voies somatiques. L'effort utilisé dans la voie ascétique, emprunté par certains pour des raisons philosophiques ou religieuses, s'apparente au mécanisme de la répression. Il s'agit pour cela de se débarrasser du désir, et autant qu'il est possible du besoin sous toutes leurs formes érotiques ou agressives, de devenir indifférent à toute variété de représentation, d'établir une scission entre le corps et l'esprit, en d'autres termes, entre les investissements d'objets et les investissements narcissiques. Tel est le travail poursuivi dans la solitude ou avec l'aide d'un maître et d'un modèle. La stabilité, la tranquillité ainsi acquise s'accompagnent parfois, et c'est souvent le but philosophique ou religieux poursuivi, de périodes critiques, où la conscience se trouve envahie par un débordement d'affect issu directement des territoires inconscients profonds, sans participation du préconscient. Ce vécu, il s'agit d'une sensation, entraîne une totale conviction. L'affect est indiscutable. Cette conviction est reprise secondairement dans un ensemble de croyances et mise en une forme verbale qui cependant marque toujours. Le vocabulaire choisi en fait foi. L'impossibilité de mettre en mots une expérience par essence inexprimable. Pour certains puristes, l'analyse consiste essentiellement à amener à la conscience ce qui était inconscient à travers le préconscient, à l'aide des interprétations, et en utilisant le travail préconscient de l'analyste. La prise de conscience étant d'autant plus mobilisatrice que les représentations qu'elle intéresse sont accompagnées d'affect. Le reste, c'est-à-dire tout ce sur quoi j'ai essayé de mettre surtout l'accent, et en particulier l'affect partagé, qui contribue grandement à conforter le narcissisme du patient, serait donc d'ordre psychothérapique. Je n'ai rien contre cette formulation. L'analyse est d'autant plus thérapeutique dans le sens d'un mieux vivre qu'elle comporte, qu'elle conjoint les deux aspects, défoulement, prise de conscience, réécriture de l'histoire d'une part, et consolidation narcissique d'autre part. Freud avait d'ailleurs souligné à plusieurs reprises que les destins de l'affect sont encore plus importants, dans la cure analytique en particulier, que ceux de la représentation. En ce qui concerne le rôle joué par l'analyste, si l'expérience de l'analyse personnelle, sous l'angle représentatif et sous l'angle du vécu affectif, est indispensable, si les connaissances et l'expérience sont nécessaires, il est souhaitable qu'il soit doué aussi d'un savoir affectif. L'affectivité est à la fois instrument de connaissance et instrument thérapeutique. C'était Catherine Para, l'affect partagé, dans la revue française de psychosomatique numéro 44. L'affect.